Cela fait des mois que vous nous dites dans vos commentaires sur YouTube « Faites une vidéo sur l'article 13 » ou encore « Pourquoi ne parlez-vous pas de la question du droit d'auteur en Europe ?» On nous reproche souvent de ne pas vouloir aborder ce sujet, et c'est vrai, jusqu'ici, on s'en est bien gardé. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Arte est à la botte du système, mais parce que les esprits sont si échauffés sur cette question qu'il est vraiment difficile d'en débattre calmement. Beaucoup de youtubeurs influents ont pris parti sur cette réforme et ont même annoncé qu'elle entraînerait la fin de YouTube, ou pire encore, la mort d'Internet. À qui la faute? À l'Union européenne. Sauf que non, YouTube, comme le web en général, survivra à cette réforme. Et non, l'Union européenne n'impose pas une législation, c'est un petit peu plus complexe que ça. En 2 ans, le texte a été réécrit par chacune des institutions européennes. Ce qui est vrai, c'est que cette réforme pourrait changer pas mal de choses. On vous explique quoi exactement et qui a vraiment décidé de cette réforme. C'est parti! Avant d'aller plus loin, on revient sur la définition du droit d'auteur. Par exemple, imaginons que j'ai écrit une chanson. Grâce au droit d'auteur, personne ne peut l'utiliser sans mon autorisation. Ce droit est régi par des règles communes au niveau européen. Il faut maintenant les moderniser pour les adapter à l'ère d'Internet. C'est là qu'on arrive à la réforme du droit d'auteur, la fameuse. La Commission européenne l'a proposée en 2016. Avec cette proposition, les industries du cinéma, de la musique, de l'édition et les médias doivent toucher enfin une juste part des milliards générés par la publicité et la monétisation des contenus en ligne. À l'heure actuelle, 2 grandes entreprises dominent le marché. Vous les connaissez, c'est Facebook et Google. Et YouTube? Eh bien, ça appartient à Google. Dans cette proposition de réforme, un article fait surtout débat. Vous en avez sans doute déjà entendu parler d'ailleurs. C'est l'article 13. Il prévoit que les plateformes comme YouTube et Facebook soient tenues pour responsables de tous les contenus qui seront mis en ligne sur leur site. Concrètement, ça veut dire 2 choses. Premièrement, que si vous mettez un film ou une chanson sans avoir les droits sur YouTube, celui qui dispose de ces droits pourra intenter un procès à YouTube. Et deuxièmement, que les plateformes doivent empêcher en amont la mise en ligne des contenus qui violent le droit d'auteur. Ce n'est pas directement mentionné dans le texte, mais le moyen privilégié serait la mise en place de dispositifs de filtrage automatique. Des dispositifs assez puissants pour contrôler les contenus avant leur mise en ligne et, si besoin, les bloquer. Mais un tel outil est-il vraiment en mesure de faire la différence entre la citation et la satire qui sont permises et un contenu frauduleux? C'est justement l'argument des opposants de l'article 13. Ils considèrent que les erreurs sont inévitables et pour ainsi dire pré-programmées. Ces systèmes entraîneraient le blocage des contenus légaux et seraient liberticides. Les opposants s'appuient sur un exemple précis. YouTube et son filtre qui existe déjà, mais qui se trompe très souvent et bloque injustement des vidéos. A l'inverse, les partisans de la réforme rappellent que l'article 13 ne fait aucunement mention d'un quelconque système de filtrage. Selon eux, les plateformes peuvent utiliser autre chose pour répondre à ces obligations, comme par exemple des logiciels de reconnaissance des empreintes de l'auteur. Voilà pour l'article 13, mais nous y reviendrons. Voyons maintenant pourquoi ça fait 2 ans qu'on en parle et pourquoi l'Union européenne n'a pas décidé plus tôt de trancher la question. Qui décide dans l'Union européenne? Ce n'est pas une Union européenne ou une commission toute puissante qui décide, mais plein d'instances européennes. La directive est passée entre les mains d'une centaine de personnes au bas mot. C'est la procédure ordinaire. Le texte doit avoir le feu vert des 2 colégislateurs européens, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des 28 pays et leurs représentants à Bruxelles. Ces 2 institutions doivent approuver le texte de la Commission, mais pas seulement. Ils reprennent le texte à leur sauce. Ils peuvent même réécrire des passages complets de la réforme si ça leur chante. Et ensuite, ils doivent regarder leurs 2 versions et se mettre d'accord. C'est pour ça que ça prend du temps. Du côté du Conseil des ministres européens, c'est allé relativement vite. Le texte a été retravaillé en interne par les délégations françaises, allemandes, italiennes et les 25 autres pays pendant plusieurs mois. Et en mai 2018, ils ont adopté leur propre version du texte.
Côté Parlement européen, ça a été beaucoup plus laborieux. Comme pour toute la législation, la proposition de la Commission a été révisée par un groupe de travail d'une vingtaine de députés dans les commissions spécialisées. Pour la réforme du droit d'auteur, c'est la Commission parlementaire Affaires juridiques qui s'en est chargée. Pour mener cette mission, elle a désigné une petite équipe composée des députés de chaque parti politique avec un meneur, le député conservateur allemand Axel Voss. Son objectif, mettre d'accord l'ensemble des factions du Parlement européen, la gauche, la droite, les verts, les ultra-conservateurs, et composer une réforme du droit d'auteur made in Parlement européen. Et là, ça a été vraiment compliqué. En juillet, la commission Affaires juridiques avait voté pour le texte, mais l'ensemble des députés l'ont rejeté en plénière. La petite équipe parlementaire a dû revoir sa copie. Le député Axel Voss avait bien réussi à convaincre son propre groupe, le Parti populaire européen, dont font partie les Républicains français d'ailleurs, mais pas les autres. Les sociodémocrates européens et les groupes eurosceptiques et d'extrême droite étaient complètement divisés. Quant aux libéraux, aux Verts et à l'extrême gauche européenne, ils étaient en majorité contre. Résultat, en septembre 2018, le Parlement a adopté sa position, mais c'était vraiment ric-rac. 438 députés se sont exprimés en faveur de la proposition de réforme et 226 contre. Mais là où ça a vraiment pris du temps, c'est quand ils ont dû se mettre d'accord sur les deux versions du texte. Là, c'était la fin des haricots. Pourquoi ça a pris autant de temps? Eh bien, principalement à cause de l'article 13. Sur ce point précis, les deux versions du texte étaient complètement opposées. Pour trouver un compromis, les députés, les fonctionnaires de la Commission et les représentants des pays européens font plein de réunions communes, qu'on appelle des trilogues. À chacune de ces réunions, les discussions ont été corsées. Les parlementaires voulaient tenir les plateformes pour responsables des contenus publiés. Les pays européens voulaient que ce soit seulement sous certaines conditions. Là-dessus, c'est le Parlement européen qui a gagné. Un autre point a bloqué, le champ d'application de l'article 13. En gros, la question est de savoir qui est tenu pour responsable. Est-ce que les petites plateformes le sont autant que les grandes comme Facebook et Google? Là-dessus, ni les députés ni les pays européens n'étaient d'accord même entre eux. C'était même une bataille interne acharnée entre la France et l'Allemagne. Résultat, pendant des mois, les institutions européennes n'ont même pas pu se voir pour s'accorder sur le texte. Un temps, on a même cru qu'aucun consensus ne serait trouvé avant les élections européennes du mois de mai. Et puis, il y a quelques semaines, la situation s'est enfin dégrippée. Paris et Berlin sont parvenus à se mettre d'accord et ont fait une proposition de compromis qui a convenu à tout le monde. Alléluia! En gros, ce compromis réduit la portée de l'article 13. Avec ce compromis, les sociétés de moins de 3 ans, avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et avec moins de 5 millions de visiteurs par mois, ne seront pas concernées par cette réforme. Une start-up n'a donc pas à mettre en place des dispositifs de filtrage qui coûtent très cher et pourraient plomber son chiffre d'affaires. Cette dérogation est aussi valable pour les projets privés à but non lucratif, comme par exemple Wikipédia. Et le partage des GIFs et des mèmes demeurera gratuit. Vous croyez que c'est fini? Détrompez-vous. Une fois le compromis trouvé, il faut que toutes les institutions l'approuvent, chacune leur tour. Retour donc à la case départ. Pour les ministres européens, ce n'est qu'une formalité. Au niveau du Parlement européen, la Commission Affaires juridiques a déjà approuvé l'accord. Mais l'ensemble des députés doivent encore se prononcer en séance plénière. Mais sont-ils tous d'accord? Eh bien non, et c'est ça le problème. L'avenir de cette législation reste incertain parce que les différents groupes politiques du Parlement sont toujours très divisés. Il y a beaucoup d'indécis et les opposants à la réforme comptent bien les convaincre. Le 23 mars, des manifestations contre la réforme sont prévues dans toute l'Union. Plusieurs pétitions ont même déjà réuni des millions de signatures et les lobbyistes continuent à donner de la voix. De nombreux experts s'inquiètent ouvertement des répercussions de cette réforme. Ce qui est certain, c'est qu'il est trop tard pour modifier le texte avant les élections européennes. La réforme sera donc soit approuvée comme elle est, soit rejetée. Dans tous les cas, c'est fou qu'une directive européenne suscite autant d'intérêt et que ce soit toujours l'Union européenne en général qui se trouve sous le feu des critiques.
alors que chaque institution a sa responsabilité dans cette réforme. Quand on y pense, les pays européens, comme les députés, ont tous eu leur mot à dire. Les gouvernements allemands comme français ont tous deux façonné cette réforme à leur manière, et les députés européens aussi. Vous l'avez compris, l'Union européenne, c'est la reine du compromis. En bref, la réforme doit donner plus de droits aux auteurs de contenu face aux plateformes comme YouTube et Facebook. Son article 13 est très controversé parce qu'il tient les plateformes pour responsables de toutes les violations du droit d'auteur. Et il les conduit indirectement à mettre en place des filtres jugés liberticides. Le texte est passé et repassé par toutes les institutions européennes et chacune l'a adapté à sa manière. Résultat, il a bien fallu trouver un compromis. Ce compromis, c'est entre autres la réduction de la portée de cet article 13. Mais ça ne veut pas dire que cette réforme va entrer en vigueur. Il reste un dernier obstacle, le vote final du Parlement européen fin mars. Les opposants mettent toute leur force dans la bataille pour empêcher cette réforme. Des manifestations importantes sont même prévues. Maintenant, on lance le débat. Que pensez-vous de la réforme du droit d'auteur? Allez-vous manifester contre l'article 13 dans les prochains jours? Ou êtes-vous d'accord avec le compromis consenti entre les institutions européennes? Selon vous, que devrait-on changer à la réforme pour qu'elle protège mieux les droits d'auteur sans pour autant compromettre la liberté d'Internet? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.